ravie d'être parmi vous et de porter la voix avec mes collègues, la voix des prisonniers de Gdemizig, parce que c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Des prisonniers de Gdemizig, donc je ne sais pas s'il est nécessaire que je revienne sur ce dossier qui est très emblématique et aussi qui a été très médiatisé. Donc il s'agit de 24 défenseurs des droits de l'homme, alors le 25e est parmi nous et heureusement n'a pas été arrêté, mais de 24 défenseurs des droits de l'homme et militants pour la cause du Sahara occidental, de l'autodétermination du Sahara occidental, qui ont été arrêtés à la suite du démantèlement du camp de protestation sahraoui de Gdemizig en 2010, donc arrêtés par les forces marocaines, torturés, forcés à signer des aveux sous la torture et ensuite condamnés en 2013 par un tribunal militaire marocain, condamnés à de très lourdes peines et rejugés plus récemment en ce début d'année par la Cour d'appel de Rabat et à nouveau condamnés. Cette affaire, on en a beaucoup parlé, cette affaire a été très largement documentée par des organisations internationales comme Human Rights Watch, comme Amnesty International, comme la FIDH, l'ACAT aussi, depuis le démantèlement du camp de Gdemizig, dénonce les violations des droits de l'homme, et je dis bien des droits de l'homme, perpétrées à l'encontre des prisonniers sahraouis. Donc on dénonce la torture, la détention arbitraire, le procès inéquitable. Et dans le cadre de ces dénonciations des violations des droits de l'homme, l'ACAT a décidé, avec un cabinet d'avocats, le cabinet d'avocats Ancil, qui est basé à Paris, de déposer une plainte devant le comité contre la torture, donc en février 2014, une plainte pour la torture de Nama Asfari. Alors, non pas que les autres n'ont pas été torturés, parce que les autres ont subi le même sort que Nama et certains même bien pire, mais il s'agissait de, comme c'est des procédures assez lourdes, la saisine le dépôt d'une plainte devant un comité, un organe des traités, il s'agissait de prendre un des détenus, de documenter très largement son cas, de recueillir des éléments de preuve, de déposer une plainte devant le comité en se disant la plainte, la procédure et la décision qui sera adoptée par le comité vaudront pour tous les autres. Donc on a déposé cette plainte. Les ONG ont aussi très largement critiqué, dénoncé l'iniquité du procès devant le tribunal militaire en 2013. Les fondements de l'iniquité, vous les connaissez certainement. L'un des principaux, c'est la prise en compte d'aveux obtenus sous la torture pour condamner les accusés. Il y a aussi le refus de faire comparaître des témoins, le refus de faire des tests ADN sur les armes qui ont été prétendument saisies sur le camp, donc pas de test ADN, pas de relevé d'empreintes, etc. Bon, bref, un procès qui ne ressemblait en aucun point à un procès équitable. Et puis les ONG aussi ont dénoncé, et ça c'est important parce qu'on y reviendra après, l'incompétence du tribunal militaire pour juger des civils. Voilà en gros, torture, iniquité du procès, incompétence du tribunal militaire, voilà en gros les dénonciations qui étaient faites pendant la tenue et après la tenue du procès devant le tribunal militaire en 2013. Toute cette dénonciation des violations des droits de l'homme, ou ce qu'on appelle les violations du droit international des droits de l'homme, donc des engagements internationaux du Maroc en matière de droits de l'homme, Convention contre la torture, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, toutes ces conventions internationales en matière de droits de l'homme ont été violées par le Maroc et cette dénonciation a permis quelques succès. Alors des succès très relatifs, j'y reviendrai, mais par exemple la plainte au comité contre la torture a mis une grosse pression sur le Maroc. Parce que le Maroc, contrairement à d'autres États, et de façon similaire à certains autres États, mais contrairement à d'autres États qui en ont absolument rien à faire de ce que peuvent leur dire les différents organes des Nations Unies, le Maroc en a quelque chose à faire, puisqu'il se présente, en tout cas dans les médias, à grand renfort de communication généralement très coûteuse, il se présente comme un héros de la lutte contre la torture, et particulièrement de la lutte contre la torture. Et pour preuve, le Maroc a un membre au sein du comité contre la torture. Il y a 15 membres au sein du comité, dont un membre marocain. Et en outre, le Maroc est à l'origine, avec notamment le Danemark, de l'initiative pour la ratification de la Convention contre la torture. Donc il y a un très grand investissement du Maroc en termes de plaidoyer, en termes de communication et notamment en termes de dépenses financières pour se promouvoir sur la scène internationale et au sein des Nations Unies comme un héros de la lutte contre la torture et de la prévention de la torture. Et donc cette plainte au CAT était très très embêtante pour lui, on l'imagine, et le Maroc a tout fait pour éviter sa condamnation. Il a embauché des avocats français pour rédiger des réponses, parce que c'est une procédure écrite, la procédure devant le comité contre la torture, donc on dépose la plainte, le Maroc répond par mémoire, on répond par mémoire au mémoire du Maroc, etc., etc. Et donc il a embauché des avocats un peu spécialisés en droit international,
Et quand le Maroc, après plusieurs années de procédure devant le comité contre la torture, quand le Maroc a su que le comité allait rendre sa décision, à l'été 2016, comme par hasard, le 27 juillet 2016, la Cour de cassation, le Maroc écrit au comité en disant « Hop, 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 regardez, la Cour de cassation vient juste de rendre sa décision dans l'affaire de Benizik. La cassation était pendante depuis 3 ans. Les détenus s'étaient pourvus en cassation de leur condamnation par le tribunal militaire en février 2013. Il a fallu attendre juillet 2016 pour que la cassation se prononce. Et elle a cassé le jugement pour plusieurs motifs, et notamment parce que la décision avait été rendue par un tribunal militaire, et elle a renvoyé devant une cour d'appel civile. Le comité dit d'accord, et sur soi a statué. La décision, l'affaire de Namas Fari, est à nouveau mise à l'ordre du jour du comité pendant la session de novembre-décembre. Juste avant le début de la session, le Maroc renvoie un courrier en disant hop, 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 ça avance, regardez, le procès va commencer, on a fixé une date au 26 décembre. Sauf que là, cette fois, le comité, fort heureusement, ne s'est pas fait berner et a rendu sa décision condamnant le Maroc pour tous les chefs de violation qu'on avait allégués dans la plainte, donc multiples violations de la Convention contre la torture. Fureur du Maroc qui, en réponse, a adressé un courrier au comité, courrier dont vous avez peut-être pour certains d'entre vous une copie, puisque je l'ai diffusé, parce que j'en ai le droit, courrier disant, grosso modo, remettant en cause la probité morale du comité, et bien évidemment qualifiant Namas Fari de vulgaire criminel, etc. etc. Le fait est qu'on a gagné, ce faisant, un nouveau procès pour les détenus de Benizik. Et cette fois, le procès a été fait à grand renfort, encore une fois, grosse dépense financière, pour qu'il y ait des interprètes, qu'il y ait des observateurs internationaux, etc. Et le Maroc n'a pas lésiné sur les dépenses pour donner les apparences d'un procès équitable. Notamment embauche d'avocats français, et le Maroc a fait venir des observateurs indépendants, qui sont des avocats des barreaux de Belgique, de France, etc., qui prenaient la parole en robe, alors même qu'ils étaient observateurs et qui n'exerçaient pas en qualité d'avocats, qui prenaient la parole en robe devant des médias marocains pro-régime pour dire que, grosso modo, ils n'avaient jamais vu un procès aussi équitable de leur vie. Et l'un a même déclaré que la France avait des leçons à prendre du Maroc en matière de procès équitable. Dès la première audience de ce procès, donc le 26 décembre 2016, les avocats français, puisqu'on a envoyé 3 avocats français pour défendre les accusés, qui étaient par ailleurs défendus par des avocats marocains et sahraouis, mais qui n'avaient pas la même liberté de parole, malheureusement. Donc les avocats français ont plaidé dès le premier jour la mise en œuvre de la décision du comité contre la torture. Ce à quoi l'avocat français Maître Bréham, qui a osé porter cette parole dans l'enceinte du tribunal, s'est entendu dire « on n'est pas aux Nations Unies ici », par le président du tribunal. Voilà, les choses étaient claires, ça donnait le ton du procès qui allait s'en suivre pendant les 7 mois suivants. La Cour, encore une fois, pour donner les apparences d'un procès équitable, et ça c'est très important, a décidé d'ordonner des expertises médico-légales sur les détenus. Donc après avoir dit que les détenus ne s'étaient jamais plaints de la torture, que ces allégations de torture étaient nouvelles, alors qu'on a des procès-verbaux de juges d'instruction et on a même les minutes du procès devant le tribunal militaire où les détenus allèguent avoir été torturés. Soi-disant, la première fois qu'ils ont fait ces allégations, c'était devant la cour d'appel de Rabat en 2017, toutes choses étant que la cour d'appel de Rabat a ordonné des expertises médico-légales qu'elle a confiées à des experts marocains. Alors évidemment, les détenus n'étant pas bêtes et connaissant les autorités marocaines, et voyant la tournure des événements, se sont dit, pour certains d'entre eux, si on se soumet à ces expertises vont être totalement biaisées, et ils vont utiliser le résultat de ces expertises pour dire, regardez, il n'y a pas eu de torture. Donc les aveux qu'ils ont signés sous la contrainte, dans laquelle ils reconnaissent que leur objectif était de déstabiliser le Maroc, qu'ils ont bien tué des agents de sécurité, etc., ces aveux sont valides. Donc certains ont voulu laisser leur chance aux autorités marocaines et se sont soumis aux expertises médicales, d'autres ont refusé. On a eu le résultat des expertises médicales, l'ACAT et les avocats français ont sollicité des experts internationaux pour analyser ces expertises médicales, et évidemment la conclusion est que l'expertise médicale ne respecte en rien les standards internationaux énoncés par le protocole d'Istanbul, le protocole des Nations Unies sur la documentation des cas de torture. Le bilan de ce procès et de tout ce qu'on a pu faire, nous les ONG et les avocats, pour défendre les droits des accusés, est en partie négatif, puisque la décision est tombée en juillet, les condamnations ont été confirmées, pas alourdies, mais confirmées pour quasiment tous les accusés, à l'exception de 2 d'entre eux qui ont bénéficié dont les peines ont été réduites et qui ont pu être libérés à la fin du procès. Ça, c'est le bilan négatif. On
on avait quelques espoirs que ça se termine un peu mieux, mais on nourrissait pas non plus d'espoir démesuré. L'aspect positif, c'est d'une part les moyens investis par le Maroc pour donner aux observateurs étrangers l'impression d'assister à un procès équitable, ce qui signifie que le Maroc est soucieux de son image sur la scène internationale, comme on l'avait déjà constaté. Et donc ce souci du Maroc on l'aperçoit, en tout cas moi je l'aperçois, comme une véritable invitation à poursuivre notre plaidoyer auprès des instances onusiennes. Il faut maintenir la pression puisque le Maroc en a quelque chose à faire de ce que peuvent dire les observateurs internationaux, de ce que peuvent dire les Nations Unies. Et il faut poursuivre le travail auprès des instances onusiennes, mais aussi auprès des chancelleries, notamment des chancelleries européennes, et auprès de l'Union africaine, qui est le nouveau terrain de jeu et le nouveau terrain d'offensive du Maroc. Et surtout, et j'en viens au second temps, je vais me dépêcher, le procès a été l'occasion de porter pour la première fois devant un tribunal marocain l'argumentation du droit international humanitaire. Et ça, c'est un développement intéressant parce que ça fait partie d'une nouvelle stratégie de plaidoyer qui, à mon sens, et en tout cas c'est une hypothèse, est tout à fait porteuse d'avenir. En effet, donc ça fait des années qu'à la CAT, on travaille sur le Sahara occidental avec Amnesty, avec Human Rights Watch, etc. et qu'on se rend compte que les dénonciations des violations des droits de l'homme, torture, détention arbitraire, etc. ne donnent pas grand-chose à part ces quelques avancées qu'on a pu constater. Et que donc il fallait essayer de renouveler l'angle d'attaque pour susciter un intérêt de la communauté internationale, notamment via les médias, et donc de changer la perspective sur le problème sahraoui. Et en fait, j'ai constaté qu'à chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais très souvent, quand on dénonce les violations des droits de l'homme, on ne fait jamais le lien avec l'illégalité fondamentale dans laquelle ils s'inscrivent, à savoir l'occupation. L'occupation illégale du Sahara occidental par le Maroc, qui est une donnée juridique, c'est un état de fait juridique, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, c'est la légalité internationale qui le dit, et que par conséquent, si on veut prévenir les violations des droits de l'homme commises au Sahara occidental, il faut s'attaquer à leur source, à savoir l'occupation. Et donc, la conséquence juridique en est que les violations des droits de l'homme subies par les Marocains au Maroc n'ont pas la même qualification que les violations des droits de l'homme subies par les Sahraouis au Sahara occidental sous occupation marocaine. Le Sahara occidental est un territoire occupé, donc le droit international humanitaire et notamment les 4 conventions de Genève s'appliquent, et notamment la 4e sur la protection des personnes civiles. Et donc les Sahraouis, comme les détenus de Bemidji, qui sont arrêtés, sont des personnes protégées, et donc leurs droits ne sont pas sauvegardés que par le droit international des droits de l'homme, mais aussi par le droit international humanitaire. Et qu'est-ce que ça implique concrètement? Ça implique que contre toute attente, on s'est retrouvé à demander non seulement que les accusés soient détenus sur le territoire occupé, car c'est une violation de la 4e convention de Genève de les détenir en territoire marocain, une violation grave, et on a demandé en outre à ce qu'ils soient poursuivis, et là on est allé un peu à contre-courant des autres ONG, à ce qu'ils soient poursuivis non pas devant un tribunal civil, mais devant un tribunal militaire. Car c'est ce que requiert la 4e convention de Genève, que les personnes protégées ne soient poursuivies par la puissance occupante qu'à condition qu'ils aient violé un droit visant à protéger la puissance occupante, et cette poursuite doit avoir lieu devant un tribunal militaire sur le territoire occupé en première instance, et on appelle possibilité de les juger sur le territoire de la puissance occupante. C'est important de qualifier ces violations de violations du droit international humanitaire. Pourquoi? Tout d'abord parce que les États tiers, notamment la France, la Suisse, etc., en tant qu'États partis aux conventions de Genève, ont une obligation impérative de promouvoir le respect du droit international humanitaire par les États avec lesquels ils ont affaire. En outre, à travers l'évocation du droit international humanitaire, on rappelle, c'est une façon de rappeler de façon constante que les violations des droits de l'homme s'inscrivent sur le terrain de l'occupation. Et enfin, les violations graves du droit international humanitaire, et ça c'est important, sont constitutives de crimes de guerre. Et le jour où on commencera à parler de façon plus appuyée et très juridiquement justifiée de crimes de guerre, de la commission de crimes de guerre au Sahara occidental, ça va permettre d'ouvrir des pistes de contentieux à l'étranger, des plaintes pour crimes de guerre à l'étranger, qui vont peut-être contribuer à faire bouger les choses. Encore 5 minutes, ok. Alors ça, autant on a l'impression que quand on dénonce les violations des droits de l'homme au Maroc, ça blesse le Maroc, certes ça le blesse parce que ça nuit à son image sur la scène internationale, mais alors quand on dénonce les violations du droit international humanitaire, avec le Maroc, on franchit une ligne rouge, puisque le Sahara occidental, on le sait, c'est la ligne rouge de la diplomatie marocaine. Parce que dénoncer les violations du DIH, ça revient à dénoncer l'occupation.
Or, l'occupation, c'est le terme par excellence que le Maroc s'emploie à faire disparaître de tous les traités, de toutes les conventions, de toutes les décisions internationales. D'ailleurs, les Nations Unies ne parlent plus d'occupation depuis bien longtemps, l'Union européenne, pareil, et ces deux organisations internationales reconnaissent, certes, que le Sahara occidental n'appartient pas au Maroc, ce qui est déjà ça, mais parlent pudiquement de territoire non autonome, sans appeler un chat, comme on dit, à savoir sans parler de territoire occupé. Donc il y a tout un plaidoyer et des actions judiciaires à mener, à mon sens, pour que l'occupation et l'annexion du Sahara occidental soient dénoncées, tout d'abord dans un souci de juste protection des personnes protégées, comme les détenus de Blémizik, mais aussi afin de respecter la légalité internationale. Car à quoi servent les conventions de Genève si elles cèdent au moindre obstacle posé par la réelle politique? Voilà, j'arrêterai là parce qu'après je peux...